Je vous remercie donc de me donner cette occasion d'intervenir et je vous félicite pour cette activité, pour donc ce travail de fond que vous faites, parce que c'est le travail de fond dont on a besoin avant pour en fait faire mûrir et faire éclore la pensée chez les chercheurs et chez les étudiants. Alors bon, à part ça, je suis un peu, aujourd'hui, je me trouve un peu en porte-à-faux par rapport au programme. J'avais un peu mal compris, je pensais qu'on pouvait, il n'y avait pas un axe déterminé, clair et déterminé, et que je pouvais intervenir sur un sujet de mon choix. Et j'avais choisi identité féminine et identité nationale. Bon, avec le préambule de mon collègue de mon collègue Khouéja, je m'aperçois en fait que je ne suis pas si en dehors de ça, si en dehors de l'axe déterminé, puisque en fait j'aborde la question on est en Tunisie un peu dans une difficulté à exprimer notre identité de femme moderne et l'identité par conséquent de l'espace public. Alors j'ai essayé de travailler un petit peu sur cela. Si ce n'est pas trop en dehors de la question, je le fais, sinon j'improvise quelque chose sur l'épistémologie et sur... c'est comme vous voulez. C'est à vous de voir. Quand tu veux, toi. Je ne vais pas être tout à fait dans... Ok. Donc, l'intitulé, c'est « La femme et l'espace public, identité féminine et identité nationale ». Avant l'indépendance, déjà, avec Tahar el-Haddad, notamment, mais aussi d'autres intellectuels et hommes politiques, le changement socio-culturel et le projet moderniste naissant ont été appréhendés par le biais de la question féminine, ou du moins en lien avec cette question. Bourguiba est allé dans le même sillage en faisant que le code du statut personnel soit le premier code promulgué après l'indépendance du pays. Il y a là un geste emblématique fort qui a constitué une spécificité tunisienne jugée avant-gardiste à l'époque. Aujourd'hui, avec le port du hijab largement répandu, le paysage socio-culturel n'est plus le même. En effet, un virage semble avoir été pris, faisant que nous nous trouvons face à une nouvelle réalité en rapport avec les femmes, bien sûr, mais aussi avec l'espace public. Celui-ci devient le lieu d'un nouveau discours socio-culturel qui nous renvoie une culture et une identité différentes de la Tunisie. Le pouvoir politique, après la position de refus du hijab qu'il a eu, finit par céder face à la nouvelle expression socio-culturelle. En fait, il s'agissait là, avec le hijab, d'un nouveau contexte qui se mettait en place en rapport avec les femmes, bien sûr, mais aussi en rapport avec l'espace public et les options laïcisantes du pouvoir politique à l'époque, qui encourageaient notamment l'abandon du jeûne et du sacrifice du mouton. Je pense que vous vous souvenez, donc, à un moment donné, Bourguiba a beaucoup fait pour que cela soit abandonné. Une nouvelle réalité prenait place, en effet, en changeant le paysage urbain général et en conférant une nouvelle identité à l'espace public. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'objet de cette intervention. Il s'agit plus précisément d'interroger le port du hijab aujourd'hui afin de saisir le sens de son adoption
inattendue à l'époque. Adoption qui s'est rapidement répandue parmi toutes les catégories de la société. Parler du hijab requiert de s'interroger sur le sens sociologique et culturel de ce large mouvement qui, il faut bien le souligner, intervient après le dévoilement des femmes par Bourguiba et la scolarisation massive et obligatoire des filles qu'il a instituée. Autrement dit, le port du hijab intervient dans un contexte favorable aux femmes qui bénéficiaient d'une dynamique d'émancipation et de promotion sociale plutôt assez exceptionnelle. Ainsi, dévoilement puis hijabisation donnent à voir un ordre des faits dont il faut tenir compte et sur lequel il y a besoin de s'arrêter pour en interroger le sens. La question est dès lors, quel sens revêt le port du hijab aujourd'hui, largement adopté par les femmes et les jeunes filles? Quel est en effet le sens de ce large mouvement de hijabisation au plan culturel, politique et idéologique? Mais au-delà du dévoilement des femmes et sa réplique, la hijabisation, comment expliquer cette sorte de fixation sur le paraître féminin? Il y a aujourd'hui des quartiers dans le Grand Tunis où une femme sans hijab est interpellée et rappelée à l'ordre. Alors, je peux nommer ce quartier parce que je l'ai un peu vécu, c'est le Bardo. Au Bardo, on est interpellé si on se balade dans les rues sans un foulard sur la tête. Depuis, je traîne un foulard dans mon sac quand je sors. C'est vrai. Différentes questions se posent dans ce sens. Est-ce que le port du hijab relève seulement d'une question de foi religieuse? Est-ce qu'il répond à la quête d'un sens de soi et de la vie? Est-ce qu'il relève d'un choix libre ou est-il imposé par la famille, la société ou encore quelques forces politiques? Comment définir le contexte politico-culturel global dans lequel il s'inscrit? Pourquoi ne pas avoir la tête couverte fait problème aujourd'hui? Quel rapport il y a entre hijab et modernité? Est-ce que le hijab est le signe d'un refus de la modernité ou le signe d'une conception et d'un sens différent du être moderne? Est-ce que le port du hijab est une expression culturelle postmoderne qui remet en question le caractère exogène, importé et d'une certaine façon imposé de la modernité à la Bourguiba? Hijab, voile traditionnel et tête découverte, trois paraîtres féminins qui, au-delà de l'aspect extérieur de chacun, se présentent comme trois positionnements ou trois expressions du discours sociopolitique sur la modernité ou sur le être moderne aujourd'hui en Tunisie. En effet, aujourd'hui, avec hijab et sans hijab, ces deux expressions du paraître féminin traduisent chacune l'expression d'un nouveau positionnement socio-culturel et la quête d'une identité moderne. On peut comprendre en effet que abandonner le voile traditionnel, type sefseri, le voile total, et prendre pied dans l'espace public quand on a été un être du dedans cloîtré pendant des siècles, ne se fait ni de façon automatique, ni de façon anodine. Il y a là, en effet, plus qu'un changement de look ou un banal changement de tenue. L'abandon du voile traditionnel et l'accès à l'espace public redéfinit certes le statut social de la femme, redéfinit sa propre perception d'elle-même, mais au-delà, redéfinit son statut d'être humain en lui conférant d'une certaine façon plus d'humanité. En effet, de être subalterne et soumis, référée au dedans et cloîtrée, elle devient une citoyenne et un sujet public. Le changement est plus que social et culturel, il est quasiment d'ordre ontologique. Pour nous, qui n'avons pas connu la condition de être du dedans,
on ne peut pas comprendre ce que cela a représenté en termes de repositionnement dans la société et d'acquisition d'une nouvelle conscience de soi. Il y a là une rupture, heureuse certes, mais rupture qu'il a fallu assumer et négocier, voire défendre. Ainsi, pour ces femmes du dedans, exclues de l'espace public et voilées, la modernité a permis d'accéder à une nouvelle réalité et à un nouveau statut. C'est comme si elle s'était trouvée soudain sur une autre planète avec un nouveau statut. Nouveau statut qui nécessite d'être territorialisé, adapté et marqué du sceau de leur culture, leur histoire et leur identité. Entre parenthèses, moi, c'est cette phrase qui m'a introduite au hijab, à mieux comprendre le hijab. Donc, il y a un nouveau statut qui a nécessité d'être territorialisé, adapté et marqué du sceau de leur culture, de leur histoire et de leur identité. L'hypothèse ici est que le port du hijab constitue une modalité pour opérer ce passage des femmes d'une condition séculaire, celle de être du dedans, à une nouvelle condition, celle de être du dehors, avec tout ce que cela implique comme changement, dont notamment un nouveau statut, une nouvelle conscience de soi et par suite un nouveau destin. Dans ce sens, le port du hijab peut être appréhendé comme une modalité d'opérer ce passage des femmes de la condition de être du dedans à de être du dehors, libre de ses mouvements et avec tout ce que cela implique en termes de droits et de statut. Et là, j'aborde le voile traditionnel et le être du dedans. Le voile traditionnel est, comme nous le savons, un voile intégral qui couvre entièrement le corps de la femme dans l'espace public. En masquant ainsi la personne et en cachant son identité, il signifie que la femme ne peut pas avoir de statut public et ne peut pas être alors que de l'ordre du privé, un être du dedans, comme on vient de le voir. En la confinant ainsi dans la sphère du dedans, le voile traditionnel lui ôte tout statut public. Il faut bien souligner le lien entre statut public et statut personnel. Le statut personnel est reconnu, il est octroyé à la femme quand elle a eu accès à l'espace public. Ce lien donne toute sa mesure et tout son sens au geste de Bourguiba au tend dans la rue son voile à une dame gênée de se retrouver subitement dévoilée. Au-delà de l'anecdote, Bourguiba entendait initier un changement social profond, voire faire prendre un virage socioculturel historique à la société. Et c'est ce qui est en effet advenu. Ainsi, il rendait possible l'accès des femmes au statut de citoyenne dotées des droits qui en découlent. En redéfinissant les rapports hommes-femmes, et c'est alors toute la dynamique du changement et de la modernisation de la société et de la vie publique qui se trouve accélérée. D'autre part, il donne plus de chance à son projet d'aboutir. En effet, Bourguiba avait besoin du concours de cette femme émancipée et dotée d'un réel statut public pour concrétiser son projet de modernisation de la société. Dans le même temps, le développement va provoquer une sorte de révolution existentielle dans le sens sartrien qui va vivre autrement sa condition de femme, va redéfinir son statut et son rôle dans la société. Autrement dit, elle va pouvoir assumer de façon positive, à visage découvert et avec assurance sa nouvelle condition de femme. En d'autres termes, son destin va cesser d'être celui d'une femme du dedans dépendante et soumise, en étant un être pour les autres, pour s'assumer comme un être pour soi. J'emploie ici la terminologie sartrienne. Pour s'assumer comme un être pour soi, capable de décider de sa vie et responsable de ses choix, du moins jusqu'à un certain point. J'aborde maintenant la question de le être sans voile. Ainsi,
le geste historique de Bourguiba a accéléré le dévoilement des femmes et leur inscription dans la sphère publique avec le statut de citoyenne. À ce niveau de l'analyse, il y a besoin de préciser que le dévoilement des femmes n'est pas une simple question de voile dont elle est affranchie. Nous avons là en effet plus qu'une nouvelle symbolique culturelle et sociale qui se met en place. C'est en réalité la condition féminine et son statut qui changent rapidement. En effet, par ce geste hautement symbolique et révolutionnaire qui dit que le voile est désormais caduc, Bourguiba fait prendre un virage à la société. En effet, outre l'accès des femmes au statut de citoyenne et la redéfinition des rapports hommes-femmes, c'est en réalité la société en tant que telle qui change pour ce qui est du paysage social, de la démographie, du vécu de la modernité, des rapports hommes-femmes et de la culture sociale d'une façon plus générale. Il en résultera en effet une accélération de la dynamique de changement social et culturel, et tout cela donne plus de chance à Bourguiba de voir son projet moderniste s'ancrer dans le tissu social et produire le changement attendu. Alors, là, je vais m'interroger sur le contexte social, socio-culturel aujourd'hui et sur disons, la diversification sociologique entre femmes hijabisées et femmes non hijabisées. Et je m'interroge, est-ce que nous sommes là face à une société clivée? Comment lire l'évolution de la société depuis? Comment interpréter le développement en parallèle du port du hijab et de la revendication d'un partage égal de l'héritage entre garçons et filles? Nous avons là en réalité deux discours et deux positionnements qui révèlent le caractère clivé d'une société divisée, tiraillée entre deux visions et deux conceptions concurrentes de la Tunisie moderne, partagées entre un référentiel qui se veut moderniste et laïque et un référentiel qui se veut moderne et islamique. L'épisode de la répression des islamistes par Ben Ali n'a pas réussi à dissuader les jeunes et les femmes à s'inscrire dans ce courant. Comment interpréter le développement en parallèle du port du hijab d'un côté et la revendication d'un partage égal de l'héritage d'un autre côté? L'épisode de la répression de hijab n'a pas réussi à dissuader les jeunes et les femmes de plus en plus nombreuses à le porter. Comment expliquer l'attachement au hijab de ces jeunes et de ces femmes instruites et modernes? Ces femmes instruites et modernes, donc, n'ont pas cédé à la pression. Et là, il faut interpréter cela de façon, disons, le plus proche possible de la réalité. L'apparition du hijab est à lire également dans la perspective de la décolonisation culturelle et idéologique des sociétés dans le monde musulman qui aspirent à avoir leur façon à elles d'être modernes. Autrement dit, aspirent à être modernes tout en étant de plein pied dans leur culture islamique et dans la continuité de leur histoire. Son port traduirait alors cette espèce de quête d'une appropriation de la modernité et de l'invention d'une identité moderne à travers une réinvention des normes et valeurs de la modernité. Alors que le voile traditionnel, en enveloppant le corps de la femme, réfère la femme à l'ordre du privé, le hijab est ce par quoi la femme s'émancipe et s'autorise de prendre place dans l'espace public. Il est d'une certaine façon l'expression d'une nouvelle équation. Je vais avoir fini. Dis l'essentiel. Voilà, bon, je n'en ai plus que pour 10 minutes. Le hijab serait ainsi ce par quoi la femme islamique met en équation espace public et islamité. On peut noter en passant que le port d'un foulard, donc le fait de se cacher les cheveux, n'a pas
n'est pas spécifique des sociétés musulmanes. En Europe, les femmes chrétiennes se sont voilées la tête jusqu'à la fin des années 60. Ainsi, le hijab est ce qui leur permet d'afficher leur identité de musulmanes modernes qui s'assument en tant que telles. C'est ce nouveau profil de femme, musulmane instruite et moderne, qui a fait du hijab le sigle d'une citoyenne qui entend s'affirmer, jouir de ses droits et avoir une vie publique. On peut penser que cette adoption répond pour cette génération nouvelle au besoin de se démarquer de leurs aînés et d'affirmer un positionnement différent dans la modernité. Je conclus. Depuis l'indépendance, la femme s'est trouvée être lieu d'intérêt du politique et le paraître féminin lieu d'un discours politique. Dans ce sens, la femme hijabisée affiche un discours et la non hijabisée en affiche un autre. Ce qui fait problème, ce n'est pas qu'il y ait différence, mais que cette différence fasse problème et devienne lieu d'interdiction et de contre-interdiction. Comment expliquer cette cristallisation sur le paraître féminin ? Depuis l'indépendance et le dévoilement des femmes voulues et quasiment imposées par Bourguiba, le paraître féminin s'est trouvé étroitement lié à l'espace public et à la définition de l'espace public. Il est devenu une réflexion et une expression de cet espace et par suite ce qui affiche l'identité nationale. Aujourd'hui, la coexistence des deux paraîtres dans l'espace public est l'expression de l'acceptation des deux parties l'une par l'autre. Je vous remercie.